ce qui a initié mon intérêt pour les sciences de l'occupation, c'est Anneke van Bruggen, qui était présidente des Notes et qui nous en a parlé en fin 99, début 2000, pour la conférence annuelle des Notes qui devait se passer à Paris. Donc en janvier 2000, pour moi, c'était tout de même encore un grand mystère. Qu'est-ce que l'occupational science? Parce qu'on appelait ça occupational science. Et c'est au moment de la conférence, donc en septembre 2000, au moment aussi du congrès européen des ergothérapeutes en septembre 2000 à Paris, qu'on a commencé à percevoir un petit peu mieux ce que pouvaient être les sciences de l'occupation. Après, à peu près 1 ou 2 ans après, en rangeant mes affaires dans mon bureau, je me suis rendu compte que j'avais l'exemplaire du numéro 1 du JOS, du Journal of Occupational Science, qui nous avait été envoyé par la WFOT, je pense, et que j'avais dans mon bureau depuis donc 93, puisque c'était publié en 93. Ça faisait 7 ans que c'était dans mes affaires, et que vraiment, je ne savais pas ce que c'était, donc je l'avais mis de côté, et ça n'avait amené absolument aucun intérêt pour moi. À partir de 2000, avec Enote, on a eu des conférences donc tous les ans, et à chaque fois il y avait la séance PBL, oui, et la séance Occupational Science à chaque fois. Et c'est en 2002 que Anne Wilcock est venue donc à Lisbonne pour Enote pour parler de sciences de l'occupation, et ça s'est fait donc régulièrement tous les ans. Et au fur et à mesure du temps, je me suis mieux rendu compte de ce que ça voulait dire. Mais là où ça a été un déclenchement particulier, c'est lorsque j'ai lu le livre de Doris Pierce, donc qu'elle avait publié en 2014, quand on l'a invitée à venir aux 3e assises de la NFE à Paris en 2015. Elle m'a dit « Mais est-ce que tu as lu mon dernier livre ?» Je dis « Bah non ». Et je l'ai acheté très rapidement, et là je me suis dit « Mais c'est une découverte extraordinaire. Ce livre, c'est une mine. » Vraiment pour comprendre vraiment ce qu'est la science de l'occupation, parce qu'entre 2000 et 2015, j'avais compris un certain nombre de choses. On l'avait intégré dans la formation des ergothérapeutes, oui, en tant que science de l'activité humaine, parce que ce terme-là nous plaisait bien. J'avais pu écrire quelques articles là-dessus, mais c'était rien par rapport à l'intégration de tout ce qu'il y avait dans ce livre de Doris Pierce. Donc j'ai commencé à entendre parler d'occupation à partir du moment où j'ai découvert l'outil AMPS, l'outil d'évaluation AMPS en 2e année de mes études. Un outil que je n'ai jamais retrouvé en application, ou du moins ce type d'outil que je n'ai jamais retrouvé en application dans la pratique, dans mes stages suivants. Puis est arrivée ma première expérience professionnelle en psychiatrie dans un service psychanalytique qui, pour le coup, me mettait en grande difficulté sur le plan de mon positionnement professionnel et en grande difficulté sur le fait d'accepter des actes qui, pour moi, ne relevaient pas de l'occupation ni de l'ergothérapie. Donc, plutôt que de changer à cette époque-là, j'ai fui en changeant de domaine d'intervention, et je suis arrivé en équipe spécialisée Alzheimer, où là j'ai eu davantage de liberté, où être à domicile, pour le coup, était vraiment le lieu pour se focaliser sur l'occupation. Et ce système d'équipe spécialisée Alzheimer induisait de déléguer des actes ensuite à des ALG, et quoi de mieux que de centrer son évaluation sur l'occupation pour ensuite faire comprendre dans la délégation des actes à mes collègues ce qui était attendu comme occupation, comme moyen d'évaluation, support thérapeutique et objectif à atteindre.
Du coup, j'ai voulu approfondir mes connaissances dans les sciences de l'occupation parce que, en sortant de l'école d'ergothérapie en France, j'étais diplômée en 2014 de l'IFE de Bordeaux, je trouvais qu'en tant qu'ergothérapeute nouvellement diplômée, c'était pas évident de savoir se positionner, savoir notre identité professionnelle, savoir comment argumenter ce qu'on faisait ou pas. En plus, je suis arrivée dans un établissement où il n'y avait pas d'ergo, donc j'étais seule ergo, toute jeune diplômée. Et les sciences de l'occupation, ça m'a aidé à... Enfin, les débuts de ce que j'en ai vu, ça m'a aidé à vraiment appuyer notre démarche. Et c'est aussi dans cette idée-là que je me suis inscrite au master européen en ergothérapie, au master de recherche. Et là, tout est basé sur la science de l'occupation et on reprend vraiment les bases, les fondements de l'ergothérapie avec les sciences de l'occupation. Et ça m'a vraiment montré au niveau identité professionnelle et savoir comment présenter un projet ergo à mon boulot en pratique et tout ça. Et du coup, avec le master européen, j'ai vraiment compris ce que c'était la science de l'occupation, la science de l'activité humaine, vous traduit un peu plus en français, mais c'est la science de l'occupation et comment ça fonctionne au quotidien avec les patients. Mais c'est vrai que c'est apparu plus clair grâce au master, parce qu'on a vraiment repris les fondamentaux. On a parlé d'occupation et d'activité, et d'occupation au sens large, pas au sens anglais, mais qui en français peut être un peu différent. C'était pas toujours évident de le retranscrire en pratique professionnelle au niveau occupation-activité, mais pour moi c'était vachement plus clair. Et pour la recherche après, du coup, au niveau occupation au sens large, j'ai trouvé que c'était une discipline qui était très intéressante. Donc l'élément déclencheur, je pense que ça a été au départ le patient, de voir le vide et les questionnements du patient me regardant travailler. Et ça a été vraiment l'élément le plus déclencheur. De me voir travailler, un patient un jour m'a dit, l'ergothérapie, je vois ce que c'est comme la kiné mais en moins bien parce que vous me faites mal. J'étais en train d'essayer de lui mobiliser une épaule. Voilà, donc ça c'était mon premier questionnement qui m'a vraiment violenté. Et là j'ai regardé mon cadre de santé en lui disant jamais plus vous m'obligerez à mobiliser une épaule. Et donc à partir de là je me suis posé la question, si je fais pas ça, qu'est-ce que je fais, puisque c'est ce qui m'a répondu, mais si vous faites pas ça, vous ferez quoi? Voilà, et là j'ai commencé à lire sur l'ergothérapie, à voir les manques aussi qu'il y avait sur le terrain. Et puis, les premiers écrits, oui, c'est en 2003-2004, où j'ai commencé à voir qu'en effet, l'occupation prenait du terrain et que d'autres pays en parlaient. Et ça m'a vraiment interpellée, passionnée, on va dire. Et à partir de là, j'ai eu de cesse de développer, de lire sur le sujet, des écrits anglais, allemands, australiens aussi, et canadiens. Et j'ai rencontré Elisabeth Dutil à un congrès à Montpellier, et ça a été le déclic avec la MCRO. Et du coup, à partir de là, dès 2003-2004, j'ai essayé d'acheter la MCRO qui n'était pas encore à la NFE. Je l'ai fait venir du Canada, je l'ai acheté en dollars canadiens. Et à partir de là, j'ai pu montrer au centre où je travaillais qu'en effet, il y avait une autre possibilité d'être ergothérapeute en France. Donc après j'ai eu un autre élément qui m'a facilité, puisque dans la vie on a tous des contraintes ou des freins et des leviers. Et un des leviers a été un changement de direction où la directrice de l'établissement où je travaillais m'a laissé un peu le feu vert et a écouté ce que j'avais à dire. Il m'a fait confiance et je pense que ça, j'ai obtenu le pouvoir-faire de ma direction. Et ça a été un atout pour pouvoir me libérer et mettre en place des éléments. À partir de là, elle m'a juste fait confiance. Elle ne voyait pas trop où j'allais,
mais elle a vu que l'occupation pouvait apporter quelque chose et depuis, elle n'a de cesse de le répéter au sein de la FEAP, l'établissement dont je dépend de la FEAP, et elle le défend et elle dit actuellement qu'elle a beaucoup plus de facilité à faire visiter le service ergo. Avant, on a commencé en 93 l'établissement, et en 93, elle ne savait vraiment pas quoi dire sur le service ergo. Quand elle y arrivait, elle pouvait dire la kiné, l'orthophoniste, la neuropsycho, et arriver dans le service ergo, on voyait bien qu'elle n'avait rien à dire. Et là, elle dit que c'est le service qu'elle préfère expliquer et puis démontrer quand elle reçoit des gens. Elle finit toujours par le service ergo en expliquant ce qu'on peut y faire et la richesse de ce que ça peut être. C'est vrai qu'au fur et à mesure des conférences des notes, j'ai mieux compris ce qu'était la science de l'occupation, mais là où j'ai vraiment découvert les domaines où ça pouvait être vraiment utile pour les ergothérapeutes, c'est à travers le livre de Doris Pierce. Donc là, il y a plein d'idées, il y a 25 chapitres, il y a 25 idées, avec des grands thèmes, que ce soit l'idée de l'observation des personnes et de l'influence de l'environnement sur ce que font les gens, et que ce soit nous dans un avion ou que ce soit une personne Alzheimer dans un contexte très sécurisé, c'est vrai qu'il y a une influence de l'environnement qui va avoir une importance énorme sur nos comportements, sur notre façon de vivre. Donc ça, ce sont toutes sortes d'idées, et également sur le travail de Debbie Liberté-Rudman, qui travaille sur le contexte social par rapport à ce qu'on doit faire, entre guillemets, quand on passe à la retraite, et donc quelles sont les activités qu'on est censé faire et que la société nous pousse à faire, que ce soit d'être actif, d'être de façon à pouvoir continuer à prendre soin de soi et ne pas être dépendant du gouvernement, des aides financières et autres, donc d'être actif, de faire du sport, de rompre l'isolement, de continuer de vivre avec les autres. Et en même temps, dans ce chapitre-là, de se dire, mais c'est vrai que ça, on le dit, tout le monde le dit, en tant qu'ergothérapeute, on est totalement dans cette idée-là, qu'il faut pouvoir se remuer, et puis mettre en jeu notre corps, que ce soit d'un point de vue sensoriel, moteur ou cognitif, ok, très bien, mais c'est aussi la pression de la société sur les personnes âgées. Vous avez de l'argent, vous devez prendre soin de vous, garder de l'argent pour les jours où vous serez un petit peu plus en difficulté, mais c'est aussi faire des voyages, c'est aussi vivre dans des endroits sécurisés, c'est aussi prendre soin de vous, avoir une belle peau, rester propre, très bien, et puis bien présenté. Et là on se dit, mais nous en tant qu'ergothérapeute, c'est pas forcément notre éthique. Donc, où est-ce qu'on se trouve par rapport à ces injonctions sociales? Donc, il y a plein d'exemples dans ce livre de Doris Pierce. J'avais le sentiment, en tout cas dans ma pratique, déjà de ne pas évaluer les bonnes choses, d'évaluer des fonctions qui, derrière, quand je faisais travailler, on va dire, de manière analytique, n'avaient pas de transfert des acquis dans la vie quotidienne. Et c'était source de frustration professionnelle pour moi, qui était que j'avais vraiment le sentiment de ne pas évaluer ce qu'il fallait et de ne pas observer ce qu'il fallait et de ne pas travailler ce qu'il fallait dans ce modèle un peu trop analytique. Et je savais que l'occupation devait être un but à atteindre, et la plus-value en fait à réfléchir en termes d'occupation pour moi a été de me permettre d'éliminer cette approche trop analytique, trop centrée sur les fonctions organiques et corporelles, pour dès le départ, dès l'entretien, dès l'évaluation, être vraiment axé, centré sur l'occupation. Alors je me suis intéressée aux sciences de l'occupation parce que c'est vraiment ça qui me paraissait être le fondement de l'ergothérapie et la base, le socle sur quoi on s'appuie, les occupations au quotidien pour travailler avec les patients. Donc la science de l'occupation, ça apparaissait vraiment comme la clé de la solution de l'ergothérapie. Et par contre, il y a un terme que j'utilise énormément et que j'ai vu que les médecins étaient très très à l'écoute de ce terme, c'est l'équilibre occupationnel. Donc nous, on a développé des séances d'ergothérapie au sein du centre où je travaille pour travailler sur l'équilibre occupationnel. Donc
un atout considérable et les patients nous remercient. Des gens qu'on avait vus en soins avant venir en ergothérapie pour mobiliser un membre sup à une rupture de coiffe. Maintenant, on les a plus pour la rupture de coiffe, pour la mobilisation dans la gléno-humérale et l'élévation supérieure à 120 degrés, mais on les voit pour des balances occupationnelles. Alors, plus personnellement, évidemment, comme je viens de partir à la retraite, cette transition occupationnelle m'a particulièrement interpellée. Donc il y a eu le chapitre de Débit de la liberté Rudman dont je viens de parler, mais il y a aussi le chapitre de Hans Jansson qui m'a particulièrement intéressée. Et donc cette façon de voir la transition occupationnelle, quand on travaille vraiment à temps plein, et j'ai travaillé à temps plein pendant de nombreuses années, et que tout d'un coup, on n'a plus rien. Alors est-ce que ça va être des vacances pendant 30 ans, ou est-ce qu'on se dit tout de même, est-ce qu'on va faire quelque chose de notre vie? Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi? De me dire, mais moi j'aime bien les contacts sociaux, j'aime bien être utile aux autres. Et je me suis dit, mais j'ai développé plein de compétences. Ce serait vraiment dommage de laisser tout ce que j'ai déjà développé et puis de dire aux autres, bah, débrouillez-vous avec ça, moi je ne fais plus rien là-dedans. Et d'une part, ça m'a permis aussi de structurer mon temps libre au départ à la retraite. Alors au départ, je m'étais dit, tiens, je commencerai par faire la 2e édition du livre sur les modèles. Et puis là, il y a eu le livre de Doris Pierce, et je me suis dit, ça c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus urgent, parce qu'un livre, quand on le traduit, il faut le traduire vite. Si on attend 10 ans, eh ben, il va y avoir la 2e édition. Hein, donc j'ai déjà expérimenté ça une fois, pas 2 fois, et donc il faut que ça se fasse vite. En plus de ça, c'était le titre, la science de l'occupation pour l'ergothérapie. C'était aussi une façon très forte de dire que la science de l'occupation, c'est quelque chose qu'on partage avec les ergothérapeutes du monde entier, et que c'est vraiment pour les ergothérapeutes. Donc un message très fort en France pour dire les ergothérapeutes, on a des fondements scientifiques, et les fondements scientifiques, on les partage avec les occupational therapists du monde entier. Et ça, c'était important pour moi, et je pensais qu'il fallait le faire très rapidement. Donc ça a été le premier travail pour mon départ à la retraite, hein, le moment où j'avais du temps libre. Et quand j'ai traduit le chapitre de Hans Jansson, je me suis dit, mais les engaging occupations, mais c'est exactement ce que je suis en train de vivre en traduisant ce livre. Donc c'est un engagement, et j'en avais parlé à beaucoup de personnes. Donc là, quand j'ai eu cet engagement, je me suis dit, je ne peux pas faire demi-tour, même si je me rends compte du travail monstrueux que ça va être. Et donc c'était un engagement, c'était un travail avec d'autres, c'était une responsabilité, parce que je me suis sentie même responsable de ce projet, vis-à-vis des ergothérapeutes en France, mais aussi vis-à-vis des ergothérapeutes suisses, belges et québécois. Donc c'était pas juste moi, voilà. C'était à la fois un travail régulier, intense, et enfin, toutes ces caractéristiques des engaging occupations, donc des occupations très investies, qui amènent aussi un sentiment d'accomplissement. C'est pas juste l'idée du plaisir hédonique, non, c'est vraiment le plaisir eudémonique, comme nous le disait comment est-ce qu'il s'appelle, qui est intervenu à Lausanne. Donc l'idée du plaisir, c'est pas un plaisir hédonique qui est de se faire du bien, on en a besoin, hein, c'est sûr, mais c'était vraiment un plaisir eudémonique, comme nous en a parlé Rachel Thibault à Lausanne. Et j'ai vraiment apprécié cette façon de voir. C'était le plaisir de faire quelque chose pour les autres, d'être utile aux autres et d'aider les autres. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Donc centrer ma pratique sur l'occupation, ça m'a permis, en application vraiment pratique, de mieux faire comprendre l'objet de l'ergothérapie à mes patients, et de vraiment focaliser l'accompagnement que je leur proposais et leur faire accepter mon intervention autour de ce thème de l'occupation, et de les informer et d'avoir un consentement vraiment éclairé sur ce qu'est l'ergothérapie comme profession s'intéressant à l'occupation. Ça m'a permis également de centrer ma pratique sur
de mieux faire comprendre aux médecins ce que peut apporter l'ergothérapie en se centrant sur l'occupation comme un complément d'évaluation, notamment moi dans le cadre de l'équipe spécialisée Alzheimer, ça m'a permis de leur montrer la répercussion des troubles qu'ils évaluaient eux en consultation mémoire et en bilan neuropsychologique, et voir s'il y avait vraiment un retentissement sur les occupations dans le quotidien des personnes. Voilà. Donc ça m'a permis de mieux documenter mes écrits auprès des médecins, et les médecins reconnaissaient pour le coup et me sollicitent maintenant pour ça par rapport à cette spécificité de l'ergothérapie autour de l'occupation. Alors un exemple d'application de la science de l'occupation humaine en recherche, j'ai eu l'opportunité d'être intégrée dans une recherche longitudinale avec un groupe de recherche en France qui s'appelle l'INSERM, c'est un labo de recherche médicale, et donc ils ont fait une étude longitudinale entre des personnes qui conduisaient, donc ils ont pris des personnes âgées qui conduisaient et les ont suivies tout au long du chemin sur un T0, T2,5, et ils se sont occupés de leur capacité de conduite, des difficultés qu'ils avaient. Et moi j'ai eu l'opportunité de récupérer ces données, de pouvoir travailler dessus avec ma vision sens de l'occupation humaine qui n'avait pas du tout été mise en place et appliquée à ce projet. Et c'était hyper intéressant puisque en m'intéressant seulement aux personnes qui avaient des restrictions de participation puisqu'ils avaient arrêté de conduire au fur et à mesure de l'étude, j'ai eu plein de résultats intéressants là-dessus. Et c'est vrai que du coup les chercheurs qui ne connaissaient pas la science de l'occupation humaine puisqu'ils ne travaillaient pas du tout dans ce domaine-là ont été intéressés aussi par ce projet et par ce nouveau regard sur des données qu'ils avaient collectées qui n'ont pas été collectées dans ce but-là. Et ça a apporté un regard différent, centré sur la personne, sur son environnement et sur ses occupations et les restrictions de participation dues au fait d'arrêter la conduite. Donc c'était intéressant. Au niveau des résultats, justement, de toi, ce que tu as fait, ce regard différent? Au niveau des résultats, du coup, j'ai mis en évidence que le fait d'anticiper l'arrêt de la conduite automobile, ça prévenait les restrictions de participation après l'arrêt de la conduite. Ceux qui avaient anticipé l'arrêt de la conduite étaient moins restreints dans leurs activités après, par rapport à ceux qui avaient arrêté, mais qui n'avaient pas anticipé, qui avaient arrêté plus de façon brutale. Donc c'était vraiment les résultats principaux qui sont ressortis de cette étude. Et donc il y a d'autres investigations qui vont être menées par la suite, sur peut-être le développement de programmes, on met en avant le rôle de l'ergothérapeute sur prendre vraiment la personne dans sa globalité et pas que les fonctions des habiletés de conduite, de voir ou de santé pour la conduite automobile ou le maintien des activités après la conduite ou l'utilisation des transports en commun ou l'accès aux transports en commun. Voilà. Et pour ce projet de recherche, avec ce regard ergothérapeute et sens de l'occupation, un des concepts de sens de l'occupation que j'ai utilisé, c'est la justice occupationnelle, qui, avec les restrictions de participation et d'activité, et du coup des injustices au niveau des occupations, pour les personnes qui avaient arrêté de conduire et qui se trouvent en difficulté dans leur vie quotidienne pour accéder à l'extérieur de leur domicile, quand elles n'ont pas accès aux transports en commun, quand elles ne peuvent pas utiliser les transports en commun, ou quand elles ne savent pas les utiliser, ou qu'elles ont peur, et toutes ces restrictions au quotidien. Et c'est vrai que la justice occupationnelle a été un socle aussi pour cette recherche-là, mais apportée par les sciences de l'occupation. Donc au prime abord, on part des situations de problème du patient grâce à la MCRO, de ses perceptions grâce à ESAP, grâce à la BCS, grâce à la Stroke Impact Score, des évaluations de la perception du patient pour savoir où il en est, où est-ce qu'il pense en être. À partir de cet élément-là, on va prendre l'élément problème et le décortiquer avec le patient en perception d'abord. Quelles sont les difficultés qu'il pense qu'il va rencontrer, pourquoi il pense qu'il y a ces difficultés. On a beaucoup d'échanges à ce niveau-là, ce qui permet de créer une relation aussi d'accompagnement. Et très vite, on va passer à la mise en situation, ce qu'on appellera plutôt une expérimentation chez nous, puisque mise en situation n'est pas un concept. Donc on va expérimenter en situation et on va mettre le patient dans la situation la plus proche possible. Et on a découvert
voilà, que ce n'était pas forcément mettre la personne en situation dans sa vie, vraiment dans son cœur, vraiment chez lui, etc. Parce que là, il y avait beaucoup d'émotions, il y avait beaucoup d'appréhension aussi de ne pas réussir face à sa vie, à son intimité aussi. Voilà, tous ces éléments-là. Et on a remarqué que de le faire dans une pratique, dans un établissement de santé, n'était pas un frein pour lui. Que ça pouvait être au contraire un levier parce qu'il se sentait épaulé par d'autres regards, par d'autres patients qui vont dire « Tiens, je vous ai vu sortir du lit tout à l'heure, je pense que ce n'est pas la bonne technique. » Voilà, il y a beaucoup d'échanges de cet ordre puisque plusieurs patients peuvent se retrouver dans une même difficulté au même endroit. Voilà, et donc à partir de là, une fois qu'on a vu les astuces qu'on pouvait mettre en place, qui est toujours occupation centrée, on va aller avec le patient s'entraîner. Et là, on va aller répéter, apprendre, répéter, comme un coach sportif en fait, et jusqu'à obtenir une performance qui est la plus en adéquation avec le patient. Dans les pays francophones, parce que c'est la France, mais c'est aussi la Suisse, Lausanne fait beaucoup pour la science de l'occupation, donc ça c'est important. Mais ce sera aussi nos amis belges, je pense qu'il y aura quelque chose à faire avec eux. Les Québécois, évidemment, ils sont là-dedans. Et je pense qu'il y a des choses qui vont se mettre en place déjà avec la prévention. La prévention, l'adaptation, le transfert du lifestyle redesign en France, au Québec, en Suisse, tout ça c'est en train de se voir, c'est en train de se... Je perçois des volontés des ergothérapeutes francophones de parler... Donc la science de l'occupation, le transfert du lifestyle redesign dans nos pays européens et nos pays francophones, c'est en train de se mettre en place. On sent bien qu'il y a une idée de prévention. Pourquoi attendre que les gens ont un cancer ou un AVC ou des problèmes de santé liés à l'âge, liés à l'environnement, liés à toutes sortes de problèmes de comportement et de style de vie. Donc on se rend bien compte que la prévention et l'ajustement du style de vie des gens plus ou moins jeunes, des personnes âgées mais aussi dans d'autres contextes, c'est en train d'intéresser vraiment beaucoup de gens, des ergothérapeutes, mais aussi des gens qui ont des moyens financiers et qui se disent qu'il faut mettre le paquet sur la prévention. Et là, on a un lien très fort entre la science de l'occupation, la compréhension des liens entre l'occupation, le style de vie, la réflexion sur ses propres occupations et comment on peut avoir une meilleure qualité de vie et une meilleure santé le plus longtemps possible. Donc je pense vraiment que de parler d'occupation centrée, notre pratique sur l'occupation, c'est une démarche individuelle, mais à notre échelle individuelle, je pense qu'il faut, c'est ce que je pense, voilà, partager en tout cas cette manière de penser l'ergothérapie qui est un peu innovante, nouvelle, en sensibilisant les étudiants qu'on reçoit en stage sur l'importance de l'occupation dès l'entretien, avec cette approche top-down, et également d'aller diffuser ce concept d'occupation dans les instituts de formation pour que les nouvelles générations formées soient porteurs de cette valeur, parce que c'est par là qu'on va pouvoir redéfinir vraiment ce qu'est l'ergothérapie et être reconnu comme expert de l'occupation par les autres professions. Ça va vraiment permettre de limiter notre domaine d'intervention et d'être plus clair et plus précis pour les autres professionnels. À titre personnel, c'est ce qui m'a aussi de réfléchir occupation, de penser occupation, c'est ce qui m'a permis de m'investir et ça c'est voilà, ma dimension individuelle, de vouloir m'impliquer dans la traduction francophone du AMPS qui permettra, et puis également de m'engager en tant que futur formateur AMPS pour la francophonie, qui permettra ensuite à tout ergothérapeute qui voudra prendre le train de l'occupation de justement disposer d'outils standardisés, centrés, axés sur l'occupation, pour ensuite vraiment avoir des outils d'application concrète de l'ergothérapie comme vraiment profession qui s'intéresse à l'occupation. Voilà. Et je pense que utiliser un outil standardisé comme le AMPS, c'est un des outils qui permettra voilà,
de valider scientifiquement nos évaluations et d'apporter de la légitimité à nos évaluations et au fait que nous centrions notre pratique sur l'occupation, une légitimité qui sera reconnue par tous nos collègues, neuropsychologues, médecins, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti, moi en tout cas dans ma pratique actuelle, grâce à un outil tel que l'OMS. La mise en place et le développement des sciences de l'occupation en France et dans tous les, en francophonie, ça va être utile. Déjà pour les ergothérapeutes, je pense que ça va vraiment être utile pour savoir ce qu'on fait, notre identité professionnelle, pourquoi on fait les choses et comment ça va être mis en place, et comment on peut argumenter auprès des médecins, et comment on peut exprimer ce qu'on fait, expliquer ce qu'on fait avec les patients ou les clients, en fonction de comment on voit les choses. Mais pour expliquer les choses, d'avoir une science, ça va nous être utile en pratique, et après, est-ce que ça va être ouvert en sciences globales comme les mathématiques ou une vraie science en sciences de l'occupation? C'est intéressant aussi dans l'idée où tout le monde va comprendre de quoi on parle, et du coup ça va plus être fermé aux ergothérapeutes, et on va pouvoir échanger sur des visions différentes des sciences de l'occupation, même si pour moi c'est quand même vraiment la base de l'ergothérapie et sur quoi on travaille au quotidien. Le fait que ça s'ouvre et que ça soit ouvert, on aura plus un langage commun qui fait qu'en ergo on va pouvoir échanger avec d'autres professions qui travaillent vraiment vers les mêmes axes que nous au quotidien, puisque le but c'est que les patients ils soient autonomes, qu'ils aient une bonne qualité de vie, qu'ils soient en bonne santé, et ça toutes les personnes qui travaillent en médecine, en rééducation ont à peu près les mêmes objectifs. Donc même si on a tous des approches différentes, d'avoir un langage commun, ça va nous aider aussi. Donc à titre personnel, c'est vrai que j'ai foi en l'ergothérapie et je pense qu'on n'a jamais été aussi proche de se poser sur des concepts qui nous vont bien, et que je ne suis plus en recherche de comment je vais pouvoir aider le patient, le malade, la personne. Là, je vais être plutôt posée dans mon approche et essayer de maturer dans ça. Donc ça, j'y trouve un grand bonheur. Franchement, un grand bonheur de me dire que je m'assois, je me pose et que je retrouve tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant. Et tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant a du sens. Je peux dire que Perfetti m'a appris, par exemple, que de temps en temps, c'est une approche très restauratrice, Perfetti comme Bobat, et Perfetti va m'avoir appris que, par exemple, la vue est très importante. Et ça, je vais l'utiliser dans les sciences de l'occupation. Donc je renie rien, j'avance, et je vais dire que je suis en paix, oui, j'ai posé les choses et je suis en paix avec l'ensemble de tout ce que j'ai appris. Je redécouvre avec passion la cinésiologie des activités que j'avais appris pendant mes études. Je me suis souvent demandé à quoi ça servait, puis maintenant je sais que ça m'apprend à avoir un regard professionnel. Les kinés ont la biomécanique, et moi j'ai la cinésiologie. Je suis rapide et efficace à déterminer si un patient utilise son gant dentelé ou pas, mais lorsqu'il est en activité, lorsqu'il fait son occupation, je suis rapide à voir qu'il peut avoir un frein lors de son occupation que je n'avais pas vu dans l'analytique, et tout prend corps en fait. Donc tout mon passé, mon vécu, toute ma formation initiale, la formation de cadre, toutes mes formations, le DU d'éducation thérapeutique, et puis le DU de neuropsychologie, mon master, sciences de l'éducation. En fait, c'est un empilement de quelque chose qui m'a permis de maturer, et c'est ce que je dis quand je commence mes formations. À l'heure actuelle, j'ai longtemps été formatrice de professionnels kiné, ergo, mais beaucoup kiné. J'ai commencé des formations, j'étais formatrice en neuro pour des kinésithérapeutes, et j'ai bataillé pour qu'on arrive à faire rentrer des ergos, et on me disait s'il y a encore de la place, on fera rentrer des ergothérapeutes. Et donc je donnais 10 places, et puis au moment où ils me disaient c'est bon, on est plein, il n'y a pas possibilité de faire rentrer des ergos, je disais j'offre 2 places si vous faites rentrer, mais que des professionnels ergo. Et du coup à partir de là j'ai œuvré progressivement pour qu'ils rentrent dans les formations pluridisciplinaires et puis après interdisciplinaires. Et à l'heure actuelle, je pense que l'ergothérapeute, s'il y a un petit côté où il doit progresser, c'est d'être capable d'avoir un langage à lui, mais un langage compréhensible par les autres. C'est paradoxal, mais moi j'ai foi en ça. Si on commence à avoir un langage trop déconnecté des autres corps de métier, on va s'éloigner d'eux, ils ne nous comprendront à nouveau pas. Alors que si on parle un langage qui est similaire,
Donc j'ai donné l'exemple, mais je peux redonner le test de Borg. Pour moi, un test qui a foi et auquel je crois et qui montre que l'avenir de l'ergothérapie pourrait être dans un langage commun, mais avec une spécificité. Pourquoi aller demander à un patient qui monte sur un locomate ou qui monte sur une machine, un vélo, etc. Comment vous sentez au niveau de la perception de la fatigue ou de la difficulté que vous allez ressentir, le Borg, et pourquoi on ne lui demande pas la même chose quand il sort de son lit. Enfin, voilà. Et je crois que si les ergothérapeutes vont là-dedans, dans l'avenir, il y aura un confort. Après, je pense que j'ai beaucoup entendu, je me suis questionnée au départ sur la justice occupationnelle. Voilà, j'y crois beaucoup actuellement. Mais je ne suis pas assez experte dans le domaine pour l'instant, mais j'entends que voilà. Et par contre, il y a un terme que j'utilise énormément et que j'ai vu que les médecins étaient très très à l'écoute de ce terme, c'est l'équilibre occupationnel. Donc nous, on a développé des séances d'ergothérapie au sein du centre où je travaille pour travailler sur l'équilibre occupationnel. Donc un atout considérable, et les patients nous remercient. Des gens qu'on avait vus en soins avant venir en ergothérapie pour mobiliser un membre sup à une rupture de coiffe. Maintenant, on les a plus pour la rupture de coiffe, pour la mobilisation dans la gléno-humérale et l'élévation supérieure à 120 degrés, mais on les voit pour des balances occupationnelles.